Bonjour, avec vous Esma, je suis ingénieure test et validation. On continue toujours la formation ASTQB. Aujourd'hui, on va parler de la partie des examens blancs. Comme ça, vous pratiquez vos connaissances au niveau à l'aide des questions-réponses afin de vous aider de passer la certification ASTQB. Normalement, on va parler déjà pour passer l'examen. Normalement, la durée de l'examen, combien de questions et tout ça. Normalement, le QCM, c'est de 40 questions. Toutes les parties sont abordées. Toutes les parties qu'on a déjà au niveau des vidéos précédentes, vous allez avoir des questions sur ces parties. Une question peut concerner plusieurs parties. Chaque question rapporte un point. Il n'y a pas moins un, c'est-à-dire si vous hésitez au niveau d'une question, il n'y a pas une fausse réponse, il n'y a pas de moins un, c'est-à-dire vous pouvez quand même répondre. Normalement, vous pouvez répondre au minimum à 26 questions afin d'obtenir le certificat, parce qu'il faut avoir 65%, et comme il y a 40 questions, minimum vous devez avoir 26 questions. La durée normalement c'est 1 heure. C'est pour cela qu'il faut pratiquer autant de fois au niveau des questions et réponses afin de minimiser la perte du temps au moment de l'examen. Normalement là, on va attaquer la partie des questions-réponses. Préparez-vous la certification ASTQB. Normalement là, j'ai essayé de collecter le maximum des questions et réponses qu'on a eu au niveau des certifications. Là, qu'est-ce qui décrit le mieux un des 7 principes clés du test logiciel? D'accord? Normalement, parmi les questions, normalement parfois, au niveau des questions, juste une précision, vous allez trouver qu'il y a des réponses similaires. Mais c'est pas similaire du tout, il suffit juste de voir la différence. Parce qu'il y a des mots-clés, par exemple un test de non-régression, c'est un test fonctionnel. Et vous dites, mais c'est les tests finaux. Non, il faut faire attention avant de répondre. Normalement, qui décrit le mieux un des 7 principes clés du test logiciel? Est-ce que les tests automatisés sont préférables aux tests manuels pour éviter les tests exhaustifs? Non, pas du tout, parce qu'on a toujours besoin de faire des tests manuels. Les tests exhaustifs sont faisables pour tous les logiciels avec suffisamment d'efforts et l'assistance d'un outil. Normalement, on ne peut pas avoir tous les tests exhaustifs pour un programme, sinon on ne va pas finir les tests. Il est normalement impossible de tester toutes les combinaisons d'entrée-sortie d'un logiciel. Ça, c'est correct, parce que effectivement, pour un projet d'une durée de 2 ans, par exemple, on ne peut pas faire tous les tests possibles. Et l'objet du test est de démontrer l'absence de défaut. Non. Et si on dit qu'un projet, il n'y a pas de défaut, ça ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas effectivement des défauts ou des bugs. C'est peut-être les testeurs, ils ont mal effectué leur travail. Et qu'est-ce qui décrit le mieux un objectif pour une équipe de test? Déterminer suffisamment des composants ont été testés. Causer le plus de défaillances possible de façon à ce que les défauts soient identifiés et corrigés, ou prouver que tous les défauts sont identifiés, prouver que tous les défauts restants ne causent pas de défaillance. Ça, on ne peut pas le justifier parce que on ne peut pas laisser des défauts et on dit ça ne va pas impacter le projet. Non. Prouver que tous les défauts sont identifiés, ça aussi, comme on a dit sur la question précédente, qu'il n'y a pas de tests exhaustifs, on ne peut pas dire qu'on a identifié tous les défauts, mais plus, normalement on fait lorsqu'on fait les tests, c'est plus on fait la cause le plus de défaillances possible, de façon à ce que les défauts soient identifiés et corrigés. Quelles tâches vous attendez-vous à exécuter pendant l'analyse et la conception des tests? Mettre en place ou définir des objectifs de test, passer en revue les bases de test, créer des suites de tests avec les procédures de test ou analyser les leçons apprises pour améliorer le processus. Normalement, c'est passer en revue les bases de test et ça ne nécessite pas d'explication. C'est dessus une liste de problèmes observés durant les tests ou en production. Qu'est-ce que le plus de chances d'être en défaillance? D'accord. Normalement, le produit à planter quand l'utilisateur a sélectionné une option d'une boîte de dialogue,
un fichier de code source inclus dans le livrable n'avait pas la bonne version. Ça non. Ça, non. L'algorithme de calcul utilisait de mauvais données dans le traitement. Le développeur a mal interprété les exigences de l'algorithme. C'est-à-dire, c'est le produit à planter quand l'utilisateur a sélectionné une option d'une boîte de dialogue. C'est-à-dire, pendant la recette avec le client, on a constaté qu'il y a un bug au niveau, un plantage au niveau d'une boîte de dialogue, lequel a des éléments suivants. Celles observées dans les revues et les tests conduiraient à des problèmes ou conflits dans l'équipe. Les testeurs, ça on a parlé sur une vidéo précédente, c'est-à-dire là on a parlé de la relation entre les développeurs et entre les testeurs. Et les testeurs et les réviseurs ne sont pas suffisamment curieux pour trouver des défauts. Non. Les testeurs et les réviseurs ne sont pas suffisamment qualifiés pour trouver des défaillances et des fautes. Sinon, les testeurs et les réviseurs communiquent les défauts comme des critiques envers des personnes et non envers le produit. Et les testeurs et les réviseurs supposent que les défauts et le produit ont déjà été identifiés et corrigés par les développeurs. Là, au niveau d'une vidéo, on a parlé de la relation entre les testeurs et les développeurs. Lorsqu'on constate qu'il y a un bug, normalement, on ne doit pas juger le développeur qui a effectué cette tâche. Est-ce qu'il a pas bien expliqué, mal compris les spécifications, les specs ou les demandes fonctionnelles, ou est-ce que c'était des erreurs au niveau du code. On ne juge pas le développeur, mais on mentionne qu'au niveau de cette partie du code, cette partie, il y a une anomalie. On remonte par exemple sous forme de Jira, on ne mentionne pas la personne qui a effectué le développement. Et aussi, ça c'est réciproque aussi pour les développeurs. Par exemple, le développeur, lorsqu'il reçoit une anomalie créée sur Jira, normalement, il ne doit pas dire que c'est juste les testeurs, ils essaient de trouver autant d'anomalies, c'est juste pour nous rajouter plus de travail. Mais c'est un travail et normalement, on complète ces deux parties différentes et ce sont complémentaires. Et normalement, on passe aux questions suivantes. Lesquels des éléments suivants sont vrais? Les tests logiciels peuvent être requis pour atteindre les exigences légales ou contractuelles. Les tests logiciels sont principalement nécessaires pour améliorer la qualité du test et du travail du développeur. Tester rigoureusement et corriger les défauts trouvés peut aider à réduire les risques de problèmes. Des problèmes qui arrivent dans l'environnement opérationnel. Tester rigoureusement est parfois utilisé pour prouver que toutes les défaillances ont été identifiées. Comme on a dit pour la question D, on ne peut pas être sûr qu'on a identifié toutes les anomalies, puisque effectivement il n'y a pas de tests exhaustifs. Et là, normalement, c'est correct. Tester rigoureusement et corriger les défauts trouvés peut aider à réduire le risque. Ça peut aider à réduire le risque de problèmes qui arrivent dans l'environnement opérationnel. Ça, le C est correct. Et le A. Les tests logiciels peuvent être requis pour atteindre les exigences légales ou contractuelles. La question suivante, lequel des éléments suivants décrit le mieux les différences entre le test et le débogage? Là, les tests, normalement les tests, ça n'a rien à voir avec le débogage. Là, on va le savoir. Les tests dynamiques montrent les défaillances causées par les défauts. Le débogage, c'est on trouve, on analyse, on supprime les causes, les défaillances dans les logiciels. Dans lequel des éléments suivants décrit mieux les tests non fonctionnels? Est-ce que le processus de test d'un système intégré afin de vérifier qu'il atteint les exigences spécifiées? Le processus de test pour déterminer la conformité d'un système aux standards de codage? Tester sans se référer à la structure interne d'un système? Ou tester des attributs système comme l'utilisabilité, la fiabilité ou la maintenabilité? Effectivement, ça, la dernière réponse, c'est la bonne réponse. Lequel des éléments suivants décrit le mieux les tests non fonctionnels? Les tests non fonctionnels, c'est tester des attributs système
comme l'utilisabilité, la fiabilité ou la maintenabilité. Quel est important de faire lorsque on travaille avec un modèle développement logiciel? Adapter le modèle au contexte du projet et aux caractéristiques produits. Choisir le modèle en cascade car c'est le premier modèle, le meilleur modèle prouvé. Non, ça c'est pas correct. Pour commencer avec le modèle en V et il est alors vers les modèles itératifs incrémentaux. Non, seulement changer l'organisation pour coller au modèle et non le contraire. Ça aussi c'est pas correct. C'est-à-dire la bonne réponse c'est la première, adapter le modèle au contexte du projet et aux caractéristiques produits. Parce qu'on ne dit pas que le modèle en cascade, comme c'est le premier, ça va être le meilleur, comme utilisé sur plusieurs projets. Non, ou le modèle en V. Non, on ne peut pas juger comme ça les choses. On était sur quelle partie? Quelles sont les caractéristiques des bonnes pratiques suivant appliquées, quel que soit le modèle de cycle de développement? Les tests d'acceptation sont toujours le dernier niveau de test. Tous les niveaux de test sont planifiés et complétés pour chaque caractéristique de développement. Les testeurs sont impliqués dès que le premier bout de code peut être exécuté. Pour chaque activité de développement correspond à une activité de test. D'accord, donc lequel des cas suivants des tests de... Et là, c'est la question, normalement, pour chaque activité de développement correspond à une activité de test. C'est-à-dire, pour la première, même au niveau de la première partie du code, ça je peux vous détailler, on a les tests unitaires, c'est-à-dire lorsqu'il y a des blocs de code, on fait les tests unitaires. Et par la suite, à chaque livraison, il y a les tests d'intégration. Et par la suite, les tests de validation ou les tests fonctionnels, ça, on le fait au niveau de la dernière phase. Et par la suite, on a les recettes avec le client, les tests finaux qu'on fait avec le client pour s'assurer et aussi pour le vérifier que tout ce qu'elle a demandé au niveau du cahier de charge, au niveau des spécifications, est bien présent au niveau du projet. Donc, lequel des cas suivants, les tests de maintenance devraient-ils être réalisés? La correction des défauts dans la phase de développement, la planification d'évolution d'un système opérationnel, des plaintes sur la qualité du système pendant les tests d'acceptation, l'intégration de fonctions pendant le développement d'un nouveau système. Dans lequel des cas suivants, les tests de maintenance devraient-ils être utilisés? Normalement, c'est la planification d'évolution d'un système opérationnel. Les tests de maintenance, on les fait lorsqu'il y a une évolution, c'est-à-dire on a parti d'une version, par exemple on dit 3.7 vers 3.8, il y avait des nouveautés, on fait les tests de non-régression pour savoir est-ce que tout ce qui a fonctionné au niveau de la version précédente fonctionne toujours, et par la suite on fait les tests de maintenance pour savoir est-ce que l'évolution demandée par le client fonctionne. D'accord. Lesquels des éléments suivants sont-ils vrais? Les tests orientés régression et acceptation sont les mêmes? Non. C'est ça ce que j'ai dit. C'est pas parce que c'est au niveau de la dernière phase que ce sont les mêmes. Non. Les tests de régression montrent si tous les défauts ont été corrigés. Aussi non. Les tests de régression sont typiquement bien pour l'automatisation. Ça c'est ok. Les tests de régression sont réalisés pour découvrir si les modifications de code ont introduit et découvert des défauts. Ça c'est correct. Les tests de régression devraient être exécutés pendant les tests d'intégration. Non, ça c'est pas correct. Parce qu'on ne fait pas les tests de régression au niveau de la phase des tests d'intégration. Dans ce cas, c'est la troisième et la quatrième réponse qui sont correctes. Lesquels de comparaison suivante entre tests de composants et tests système sont-ils vrais? Les tests de composants vérifient le fonctionnement du module logiciel, des programmes et des classes qui sont testables séparément alors que les tests système vérifient les interfaces entre les composants et les interactions avec différentes parties du système.
Les cas de test des composants sont dérivés habituellement des spécifications de composants, de spécifications de conception ou de modèles de données, alors que les cas de test système sont habituellement dérivés des spécifications d'exigence, des spécifications fonctionnelles ou des cas d'utilisation. Ça, c'est correct. Les tests de composants se focalisent sur les caractéristiques fonctionnelles. Non, ça, c'est pas correct, parce que les tests de composants, normalement, c'est comme les tests d'intégration. Ce sont des parties, ce sont des blocs de code. Alors que les tests système sont focalisés sur les caractéristiques fonctionnelles et non fonctionnelles. Non, pas aussi. Les tests de composants sont la responsabilité des testeurs techniques, alors que les tests système sont typiquement de la responsabilité des utilisateurs du système. Non, ça c'est pas correct. On ne peut pas dire qu'il y a des testeurs techniques et d'autres que le testeur, parce que toutes les phases de test, on le fait avant de faire les recettes avec le client. D'accord. Et là, normalement, quelles sont les phases principales d'une revue formelle? C'est normalement là, c'est la planification, le démarrage, la préparation individuelle, réunion de revue et la correction est suivie. J'espère que cette partie, la première partie des examens blancs devra être utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le laisser en bas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de me faire des pouces vers le haut et de s'abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour, avec vous Esma. Je suis ingénieur test et validation. On continue toujours la formation à STQB. Aujourd'hui, on va parler de la partie des examens blancs. Comme ça, vous pratiquez vos connaissances au niveau à l'aide des questions-réponses afin de vous aider de passer la certification STQB. Normalement, on va parler déjà pour passer l'examen. Normalement, la durée de l'examen, combien de questions et tout ça. Normalement, le QCM, c'est de 40 questions. Toutes les parties sont abordées. Toutes les parties qu'on a eu déjà au niveau des vidéos précédentes, vous allez avoir des questions sur ces parties. Une question peut concerner plusieurs parties. Chaque question rapporte un point. Il n'y a pas moins un, c'est-à-dire si vous hésitez au niveau d'une question, il n'y a pas une fausse réponse, il n'y a pas de moins un, c'est-à-dire vous pouvez quand même répondre. Normalement, vous pouvez répondre au minimum à 26 questions afin d'obtenir le certificat, parce qu'il faut avoir 65%, et comme il y a 40 questions, minimum vous devez avoir 26 questions. La durée normalement c'est 1 heure. C'est pour cela qu'il faut pratiquer autant de fois au niveau des questions et réponses afin de minimiser la perte du temps au moment de l'examen. Normalement là, on va attaquer la partie des questions-réponses. Préparez-vous la certification STQB. Normalement là, j'ai essayé de collecter le maximum des questions-réponses qu'on a eu au niveau des certifications. Là, qu'est-ce qui décrit le mieux un des 7 principes clés du test logiciel? D'accord. Normalement, parmi les questions, normalement parfois au niveau des questions, juste une précision, vous allez trouver qu'il y a des réponses similaires, mais c'est pas similaire du tout. Il suffit juste de voir la différence, parce qu'il y a des mots clés, par exemple un test de non-régression, c'est un test fonctionnel, et vous dites mais c'est les tests finaux. Non, il faut faire attention avant de répondre. Normalement, qui décrit le mieux un des 7 principes clés du test logiciel? Est-ce que les tests automatisés sont préférables aux tests manuels pour éviter les tests exhaustifs? Non, pas du tout, puisqu'on a toujours besoin de faire des tests manuels. Les tests exhaustifs sont faisables pour tous les logiciels avec suffisamment d'efforts et l'assistance d'un outil. Normalement, on ne peut pas avoir tous les tests exhaustifs pour un programme, sinon on ne va pas finir les tests. Il est normalement impossible de tester toutes les combinaisons d'entrée-sortie d'un logiciel. Ça, c'est correct, parce que effectivement, pour un projet d'une durée de 2 ans, par exemple, on ne peut pas faire toutes les tests possibles. Et l'objet du test est de démontrer l'absence de défaut. Non.
Si on dit qu'un projet, il n'y a pas de défaut, ça ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas effectivement des défauts ou des bugs. C'est peut-être les testeurs, ils ont mal effectué leur travail. Qu'est-ce qui décrit le mieux un objectif pour une équipe de test? Déterminer suffisamment des composants ont été testés, causer le plus de défaillances possible de façon à ce que les défauts soient identifiés et corrigés, ou prouver que tous les défauts sont identifiés, prouver que tous les défauts restants ne causent pas de défaillance. Ça, on ne peut pas le justifier parce que on ne peut pas laisser des défauts et on dit ça ne va pas impacter le projet. Non. Prouver que tous les défauts sont identifiés, ça aussi, comme on a dit sur la question précédente, qu'il n'y a pas de tests exhaustifs, on ne peut pas dire qu'on a identifié tous les défauts, mais plus, normalement on fait, lorsqu'on fait les tests, c'est plus on fait la cause le plus de défaillances possible, de façon à ce que les défauts soient identifiés et corrigés. Quelles tâches vous attendez-vous à exécuter pendant l'analyse et la conception des tests? Mettre en place ou définir des objectifs de test, passer en revue les bases de test, créer des suites de tests avec les procédures de test ou analyser les leçons apprises pour améliorer le processus. Normalement, c'est passer en revue les bases de test et ça ne nécessite pas d'explication. Ci-dessus, une liste de problèmes observés durant les tests ou en production. Qu'est-ce que le plus de chances d'être en défaillance? D'accord. Normalement, le produit à planter quand l'utilisateur a sélectionné une option d'une boîte de dialogue. Un fichier de code source inclus dans le livrable n'avait pas la bonne version. Ça, non. Non. L'algorithme de calcul utilisait de mauvais données dans le traitement. Le développeur a mal interprété les exigences de l'algorithme. C'est-à-dire, c'est le produit à planter quand l'utilisateur a sélectionné une option d'une boîte de dialogue. C'est-à-dire, pendant la recette avec le client, on a constaté qu'il y a un bug au niveau, un plantage au niveau d'une boîte de dialogue. Lequel a des éléments suivants, celles observées dans les revues et les tests conduiraient à des problèmes ou conflits dans l'équipe. Les testeurs, ça on a parlé sur une vidéo précédente, c'est-à-dire là on a parlé de la relation entre les développeurs et entre les testeurs. Et les testeurs et les réviseurs ne sont pas suffisamment curieux pour trouver des défauts. Non. Les testeurs et les réviseurs ne sont pas suffisamment qualifiés pour trouver des défaillances et des fautes. Sinon, les testeurs et les réviseurs communiquent les défauts comme des critiques envers des personnes et non envers le produit. Et les testeurs et les réviseurs supposent que les défauts et le produit ont déjà été identifiés et corrigés par les développeurs. Là, au niveau d'une vidéo, on a parlé de la relation entre les testeurs et les développeurs. Lorsqu'on constate qu'il y a un bug, normalement, on ne doit pas juger le développeur qui a effectué cette tâche. Est-ce qu'il a pas bien expliqué tout, mal compris les spécifications, les specs ou les demandes fonctionnelles, ou est-ce que c'était des erreurs au niveau de code? On ne juge pas le développeur, mais on mentionne qu'au niveau de cette partie du code, cette partie, il y a une anomalie. On remonte par exemple sous forme de Jira, on ne mentionne pas la personne qui a effectué le développement. Et aussi, ça c'est réciproque aussi pour les développeurs. Par exemple, le développeur, lorsqu'il reçoit une anomalie créée sur Jira, normalement, il ne doit pas dire que c'est juste les testeurs, ils essaient de trouver autant d'anomalies, c'est juste pour nous rajouter plus de travail. Mais c'est un travail et normalement, on complète ces deux parties différentes et ce sont complémentaires. Et normalement, on passe aux questions suivantes. Lesquels des éléments suivants sont vrais? Les tests logiciels peuvent être requis pour atteindre les exigences légales ou contractuelles. Les tests logiciels sont principalement nécessaires pour améliorer la qualité du test et du travail du développeur. Tester rigoureusement et corriger les défauts trouvés peut aider à réduire les risques de problèmes des problèmes qui arrivent dans l'environnement opérationnel. Tester rigoureusement est parfois
utilisés pour prouver que toutes les défaillances ont été identifiées. Comme on a dit pour la question D, on ne peut pas être sûr qu'on a identifié toutes les anomalies, puisque effectivement, il n'y a pas de test exhaustif. Et là, normalement, c'est correct. Tester rigoureusement et corriger les défauts trouvés peut aider à réduire le risque. Ça peut aider à réduire le risque de problèmes qui arrivent dans l'environnement opérationnel. Ça, le C est correct. Et le A. Les tests logiciels peuvent être requis pour atteindre les exigences légales ou contractuelles. La question suivante, lequel des éléments suivants décrit le mieux les différences entre le test et le débogage? Là, les tests, normalement les tests, ça n'a rien à voir avec le débogage. Là, on va le savoir. Les tests dynamiques montrent les défaillances causées par les défauts. Le débogage, c'est on trouve, on analyse, on supprime les causes, les défaillances dans les logiciels. Dans lequel des éléments suivants décrit mieux les tests non fonctionnels? Est-ce que le processus de test d'un système intégré afin de vérifier qu'il atteint les exigences spécifiées, le processus de test pour déterminer la conformité d'un système aux standards de codage, tester sans se référer à la structure interne d'un système, ou tester des attributs système comme l'utilisabilité, la fiabilité ou la maintenabilité? Effectivement, ça, la question, la dernière étape, c'est la bonne réponse. Lequel des éléments suivants décrit le mieux les tests non fonctionnels? Les tests non fonctionnels, c'est tester des attributs système comme l'utilisabilité, la fiabilité ou la maintenabilité. Quel est important de faire lorsqu'on travaille avec un modèle développement logiciel? Adapter le modèle au contexte du projet et aux caractéristiques produits. Choisir le modèle en cascade car c'est le meilleur modèle prouvé. Non, ça c'est pas correct. Pour commencer avec le modèle en V et il est alors vers les modèles itératifs incrémentaux. Non, seulement changer l'organisation pour coller au modèle et non le contraire. Ça aussi c'est pas correct. C'est-à-dire la bonne réponse c'est la première, adapter le modèle au contexte du projet et aux caractéristiques produits. Parce qu'on ne dit pas que le modèle en cascade, comme c'est le premier, ça va être le meilleur, comme utilisé sur plusieurs projets. Non, ou le modèle en V. Non, on ne peut pas juger comme ça les choses. On était sur quelle partie? Quelles sont les caractéristiques des bonnes pratiques suivant appliquées, quel que soit le modèle de cycle de développement? Les tests d'acceptation sont toujours le dernier niveau de test. Tous les niveaux de test sont planifiés et complétés pour chaque caractéristique de développement. Les testeurs sont impliqués dès que le premier bout de code peut être exécuté. Pour chaque activité de développement correspond à une activité de test. D'accord, donc lequel des cas suivants des tests et là c'est la question normalement pour chaque activité de développement correspond à une activité de test. C'est-à-dire pour la première, même au niveau de la première partie du code, ça je peux vous détailler, on a les tests unitaires, c'est-à-dire lorsqu'il y a des blocs de code, on fait les tests unitaires. Et par la suite, à chaque livraison, il y a les tests d'intégration. Et par la suite, les tests de validation ou les tests fonctionnels, ça on le fait au niveau de la dernière phase. Et par la suite, on a les recettes avec le client, les tests finaux qu'on fait avec le client pour s'assurer et aussi pour le verrouiller que tout ce qu'elle a demandé au niveau du cahier de charge, au niveau des spécifications est bien présent au niveau du projet. Donc, lequel des cas suivants, les tests de maintenance devraient-ils être réalisés? La correction des défauts dans la phase de développement, la planification d'évolution d'un système opérationnel, des plaintes sur la qualité du système pendant les tests d'acceptation, l'intégration de fonctions pendant le développement d'un nouveau système. Dans lequel des cas suivants, les tests de maintenance devraient-ils être utilisés? Normalement, c'est la planification d'évolution d'un système opérationnel.
Les tests de maintenance, on les fait lorsqu'il y a une évolution. C'est-à-dire, on a parti d'une version, par exemple, on dit 3.7 vers 3.8. Il y avait des nouveautés. On fait les tests de non-regression pour savoir est-ce que tout ce qui a fonctionné au niveau de la version précédente fonctionne toujours. Et par la suite, on fait les tests de maintenance pour savoir est-ce que l'évolution demandée par le client fonctionne. D'accord. Lesquels des éléments suivants sont-ils vrais? Les tests orientés régression et acceptation sont les mêmes? Non. C'est ça ce que j'ai dit. C'est pas parce que c'est au niveau de la dernière phase que ce sont les mêmes. Non. Les tests de régression montrent si tous les défauts ont été corrigés. Aussi non. Les tests de régression sont typiquement bien pour l'automatisation. Ça c'est ok. Les tests de régression sont réalisés pour découvrir si les modifications de code ont introduit et découvert des défauts. Ça c'est correct. Les tests de régression devraient être exécutés pendant les tests d'intégration. Non, ça c'est pas correct. Parce qu'on ne fait pas les tests de régression au niveau de la phase des tests d'intégration. Dans ce cas, c'est la troisième et la quatrième réponse qui sont correctes. Lesquels de comparaison suivante entre tests de composants et tests système sont-ils vrais? Les tests de composants vérifient le fonctionnement du module logiciel, des programmes et des classes qui sont testables séparément alors que les tests système vérifient les interfaces entre les composants et les interactions avec différentes parties du système. Les cas de test des composants sont dérivés habituellement des spécifications de composants, de spécifications de conception ou de modèles de données, alors que les cas de test système sont habituellement dérivés des spécifications d'exigence, des spécifications fonctionnelles ou des cas d'utilisation. Ça c'est correct. Les tests de composants se focalisent sur les caractéristiques fonctionnelles. Non, ça c'est pas correct parce que les tests de composants, normalement c'est comme les tests d'intégration, ce sont des parties, ce sont des blocs de code. Alors que les tests système sont focalisés sur les caractéristiques fonctionnelles et non fonctionnelles. Non, pas aussi. Les tests de composants sont la responsabilité des testeurs techniques, alors que les tests système sont typiquement de la responsabilité des utilisateurs du système. Non, ça c'est pas correct. On ne peut pas dire qu'il y a des testeurs techniques que le testeur, parce que toutes les phases de test, on le fait avant de faire les recettes avec le client. D'accord. Et là, normalement, quelles sont les phases principales d'une revue formelle? C'est normalement là, c'est la planification, le démarrage, la préparation individuelle, réunion de revue et la correction est suivie. J'espère que cette partie, la première partie des examens blancs devra être utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le laisser en bas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de me faire des pouces vers le haut et de s'abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée.